Dis-moi, Paul, toi qui lis l'avenir, que vois-tu maintenant? Je vais être remplacé par un boutonneux. C'est pas juste. Non, ça suffit. Tu sais très bien que Timothée Chalamet est bien plus beau que toi. Il est canon. On a mis des posters de lui partout dans le monastère. Dis-moi Phil, tu as vu ces youtubeurs français qui racontent que il va bientôt y avoir une Xbox Series X Pro, tu vois? Salut la bande de nazes. Alors comme ça on s'est fait torpiller son petit contrat de sous-marin à 52 milliards d'euros? C'est dommage ça, hein? Rassurez-vous, j'ai un deal pour vous. J'ai téléphoné à votre président Macron. Je lui ai proposé de racheter tout le stock de RTX 4000 que je vais bientôt produire. Et comme ça, il pourra revendre le triple. Bon, je vous garantis pas que Biden ne passe pas derrière moi, ok hein? Mais je m'en fous après tout, je me serais fait du pognon. Ok Phil, mais la Xbox Pro, c'est vrai ou pas? Écoute Jeff, arrête de me faire chier, voilà. Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle actu du geek. Alors j'avais plein de sujets techniques à aborder, j'ai commencé une vidéo et ça faisait trop de sujets, donc j'ai préféré couper en deux. Les sujets techniques viendront dans la prochaine vidéo, mais là on va parler d'autres sujets. Je remercie d'ailleurs les abonnés qui m'offrent plein d'informations, des leaks, des liens, etc. etc. qui sont toujours intéressants à découvrir et après j'approfondis pour voir effectivement ce que je peux en faire. Donc merci à vous, je lis les commentaires au maximum, je ne mets même plus de pouces à certains commentaires, mais rassurez-vous, j'en lis un maximum. Alors on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de Xbox, et oui Xbox 15 novembre 2021, c'est très bientôt ça. Eh bien 15 novembre 2021 c'est quoi? C'est l'anniversaire de Xbox, et oui le 15 novembre 2001 sortait la Xbox et on avait une officialisation on va dire du nom de Xbox auprès des joueurs. Et bien voilà, on arrive au 20e anniversaire, je ne peux pas croire que Xbox, Phil Spencer, Microsoft ne fassent pas un méga événement pour cette date là et nous offrent peut-être quelques révélations assez intéressantes. On a parlé de studio, on va en reparler dans cette vidéo. Je vais également revenir sur ma précédente vidéo, Xbox Series X Pro, PS5 Pro aussi, une vidéo d'avant, et Xbox Series S améliorée. Donc effectivement, j'ai eu pas mal de retours des abonnés sur ce sujet. Je vais dire ce que j'en pense, et peut-être des rectificatifs, mais aussi des compléments d'information. Et bien entendu, je vais parler de Dune, et oui Dune, j'ai beaucoup de choses à dire sur Dune. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, je vais en parler. C'est un film, bien entendu, je vais faire la comparaison avec celui de David Lynch, entre Denis Villeneuve et David Lynch. On va revenir dessus, parce que certains ne seront pas d'accord avec moi, bien entendu. Je vais par contre développer sur un point majeur, ce film n'est pas fait pour tout le monde, contrairement aux commentaires dithyrambiques qu'on peut voir partout, et qui pourraient laisser croire le contraire. Et pour finir, oui, je vais dire pourquoi c'est une prise d'otage pour moi, et oui, Dune est une prise d'otage, vous allez comprendre pourquoi. Commençons par Xbox, et oui, le 15 novembre 2021, c'est le 20e anniversaire de Xbox en 2001. Le 15 novembre 2001, naissait la petite Xbox, concurrente de la PlayStation 2. Et on connaît le parcours maintenant de Xbox depuis, ainsi que celui bien entendu de PlayStation. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Qu'est-ce qu'on peut attendre surtout ce 15 novembre 2021? Eh bien oui, c'est sûr qu'il va y avoir des événements qui vont être déclarés, des conférences qui vont être déclarées d'ici là, ou peut-être à cette date précise d'ailleurs, pour nous offrir, j'espère, le meilleur. On sait Microsoft en extrême bonne forme, puisqu'ils sont en train de rattraper Apple, je vous rappelle. Ils ne sont plus qu'à 7% du capital de Apple, ils montent à toute vitesse. Donc Microsoft est en train de grignoter des parts et des parts de marché partout, même si ce n'est pas tout à fait sur le même secteur qu'Apple, bien entendu, mais les GAFA se comparent entre eux. Donc Microsoft est dans une excellente forme financière. Ça ne peut qu'aider Xbox, bien entendu. Xbox d'ailleurs, qui également, petit à petit, gagne des parts de marché. Le Game Pass en est une preuve. Et alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut attendre? On a entendu parler, bien entendu, du rachat de Take-Two. Je n'y crois toujours pas. Je peux me tromper, bien entendu, mais je n'y crois toujours pas. Mais par contre, oui, c'est vrai, Phil Spencer a annoncé, Xbox, ils ont annoncé qu'ils allaient racheter encore des studios. Ils l'ont dit depuis très longtemps. Ils en parlent depuis longtemps. Et oui, il y aura rachat de studios. On parle même d'un rachat d'un gros studio. Donc, j'avais fait une émission là-dessus spéciale. On verra quel studio sera racheté, s'il y en a un ou plusieurs. On verra si c'est plus pour un aspect technique, acquérir par exemple de nouvelles technologies, comme ça a été le cas avec Bethesda, parce que Bethesda, bien entendu, il y a plein de jeux
iconiques qui ont été acquis par Microsoft, par Xbox, mais également des technologies spécifiques. N'oublions pas également Bethesda, ID Software et j'en passe. Un peu comme Sony a fait avec Insomniac Games en l'occurrence. Et donc quel profil ils vont choisir? Des petits studios qui vont devenir peut-être grands, des grands studios tout de suite avec des technologies propriétaires, on verra, mais je pense que d'ici là, on en apprendra plus, peut-être sur l'acquisition de studios, du moins je l'espère, je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire, mais j'espère en savoir un peu plus sur le potentiel nouveau studio que Xbox mettrait dans sa besace. Il faut savoir pourquoi, parce que Phil Spencer a dit qu'il voulait au moins un AAA, une grosse licence tous les trimestres dans le Game Pass, ça veut dire par trimestre au minimum un futur AAA. On verra s'il tient cet objectif, on verra quel type de AAA, mais c'est toujours intéressant. On avait même entendu parler à une époque tous les mois, ce qui me paraissait quand même un peu beaucoup parce que tous les studios Xbox ne peuvent pas produire du AAA, et un AAA ça se produit pas en 1 ou 2 années. Question jeu, on verra si on a des surprises. Phil Spencer a discuté avec le patron, je vous rappelle, de Take-Two justement, ce qui a lancé bien sûr, ce qui a fait brûler la rumeur, mais c'était peut-être simplement pour acquérir les droits dans le Game Pass, par exemple du futur GTA V, vous savez, remasterisé, c'est-à-dire la version améliorée pour la Xbox Series X et S arriverait peut-être Day One dans le Game Pass. C'est peut-être ça le deal qui est discuté, contre financement bien entendu, parce que Take-Two ne va pas perdre le nord. Donc de votre côté, n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en pensez, si vous avez des idées, mais des annonces, je pense qu'il y aura, et on verra lesquelles très bientôt, je l'espère. Je vais revenir sur la Xbox Series X Pro et la PS5 Pro en même temps. Toujours pareil, la chaîne Moore's Law is Dead a annoncé qu'elles arriveraient en 2023. Ils ont annoncé également que potentiellement il y aurait peut-être une baisse de prix très forte sur la Xbox Series S en 2022 à 199 € et une Xbox Series S améliorée. Alors tout d'abord, l'émission que j'ai faite, c'était pour prendre ces leaks, ces rumeurs et voir techniquement ce qui était faisable. C'était plus l'aspect technique qui m'intéressait que de savoir si le leak ou la rumeur était possible et vrai. Par contre, j'ai quand même des rectificatifs à amener. Effectivement, alors déjà j'ai dit dans la dernière vidéo que effectivement la Xbox Series S à 199 € en 2022, j'ai un peu de mal à croire. Ça fait vraiment une forte baisse de prix. Vous me connaissez, ça fait très longtemps que je dis qu'il y aura baisse de prix sur la Xbox Series S. J'y crois, mais plutôt à 249 €. Si c'est à 199 €, écoutez, ce sera un grand coup. Ça, ce sera même sismique, on peut dire, parce qu'une console comme ça, à 199 €, ça vaut vraiment le coup. Hein. Vous imaginez, même si c'est pas sur le même secteur, c'est presque moitié prix d'une Switch OLED. Alors, ce n'est pas pareil, bien entendu, mais quand même, on peut se dire qu'à ce prix-là, c'est vraiment une aubaine. Question série S améliorée, vous avez raison. Je n'y crois pas non plus énormément, en 2022 en tout cas. 2023, on verra, mais en 2022, je n'y crois pas. Parce qu'effectivement, elle percuterait la Xbox Series S classique, elle serait très gênante pour cette petite console, parce que où elle se positionnerait, alors j'avais dit 299 € potentiellement, ce serait plutôt alors 399 € à la rigueur, une série S améliorée, pour venir percuter la PS5 digitale. Mais rien n'est moins sûr. Par contre, là où je fais un rectificatif par rapport aux commentaires que j'ai eu, c'est que beaucoup m'ont dit « Non, la PS5 Pro et la Xbox Series X Pro, je n'y crois pas en 2023. Le lancement des deux, la PS5 et la Xbox Series X a été difficile, et donc ils vont probablement retarder cette série Pro, si elle existe, par rapport à ce qui avait été fait avant. Parce que je vous rappelle quand même que la PS4 Pro, par exemple, elle est sortie en 2016, la PS4 en 2013, donc 3 ans avant. Et donc là, certains me disent, elle ne sortira pas avant 2024, fin 2024, voire 2025 pour certains. Eh bien, j'y crois moins, et je vais vous expliquer pourquoi. Si ça sort en 2025, voire fin 2024, le gap entre la distance entre la sortie de la PS5 Pro, Xbox Series X Pro et les nouvelles générations, PS6 et Xbox Series Z par exemple, ne sera peut-être pas assez important pour marquer les esprits. C'était déjà le cas d'ailleurs entre la Xbox One X, rappelez-vous, et au début, et la Xbox Series X, où certains s'interrogeaient en disant « mais est-ce que vraiment il y aura une puissance supplémentaire ?» etc. Puissance supplémentaire, il y a, on le voit bien aujourd'hui, grâce en particulier aussi au changement d'architecture, mais effectivement, le risque, c'est que si on sort une console Pro trop près de la nouvelle génération, il n'y aura pas un grand écart technologique suffisant aux yeux de certains pour justifier l'achat des nouvelles consoles.
Vous allez me dire, oui, mais la PS5 et la Xbox Series X, qu'est-ce qu'elles ont amené de plus par rapport justement aux versions Pro? Eh bien, déjà, il y avait donc plus d'années, hein, il y avait 4 ans d'écart, et surtout, elles ont amené quelque chose d'énorme, elles ont amené le SSD. Et oui, c'est une véritable évolution, une très forte évolution, voire même une petite révolution dans le monde des consoles. Le SSD à la place du HDD, rappelez-vous les HDD, dans la PS4 Pro, et puis même dans la PS4, la Xbox One X, je ne parle pas des anciennes versions, c'était le chargement tortue, car aujourd'hui, maintenant on peut le dire, on a quand même des chargements très rapides et très difficiles de revenir dans l'ancien monde. Oui, certes, mais en 2027, les SSD seront peut-être 3 fois plus rapides, mais ceci dit, ce ne sera plus vraiment une révolution aux yeux du consommateur. Et donc, il faut un écart significatif en termes de technologie pour marquer le coup. Donc si on sort des consoles en 2027, ce qui n'est pas fait, effectivement, mais si on doit sortir des nouvelles générations en 2027, et je pense qu'il faudra le faire parce que côté PC, côté carte graphique, côté CPU, on voit chez AMD, chez Intel aussi et chez Nvidia que ça va très très vite. Donc d'ici 2027, on aura sauté 2 ou 3 architectures, imaginez quand même, et donc les consoles devront se renouveler. Et si on sort des consoles pro trop tard, eh bien elles seront trop proches des nouvelles versions à mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Finissons sur Dune, eh oui, Dune, qui vient d'un livre, enfin d'une saga même de Frank Herbert. Alors c'est pas du tout le même style que Star Trek, hein. J'ai mis le t-shirt avec Spock, mais on peut dire que l'univers de Frank Herbert est beaucoup moins sympathique que l'univers de Star Trek. À choisir, je préfère aller vivre dans le monde de Star Trek plutôt que dans le monde de Frank Herbert Dune. Alors il n'y aura quasiment, je dis bien quasiment pas de spoil, il y en aura quand même un petit peu sur la thématique en l'occurrence et sur une scène en particulier pour appuyer mon commentaire, mais juste une petite scène, plus quelques images, mais il n'y aura pas de spoil particulier dans cette vidéo, donc vous pouvez la regarder, sauf si vous ne voulez rien savoir, si vous avez regardé aucun trailer, si vous ne connaissez pas l'histoire de Frank Herbert, vous n'avez pas lu les livres, vous n'avez pas vu l'ancien film, par exemple de David Lynch, dont on va parler bien entendu en comparaison dans cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai pensé du film ? Très très bon, j'étais vraiment pleinement satisfait, j'ai passé un bon moment, je n'ai pas vu le temps passer, alors que c'est un film contemplatif dont on parlera, parce que c'est également un défaut de ce film, entre guillemets, un défaut de l'histoire de Frank Herbert aussi, mais si vous êtes comme moi accro à la SF, si vous aimez les films contemplatifs, c'est-à-dire où effectivement il n'y a pas de l'action toutes les 30 secondes, même s'il y a de l'action, il n'y a pas de l'action toutes les 30 secondes, où c'est de l'introspection sur les personnages, on s'attarde sur les personnages, où il y a une vraie histoire qui est profonde, un peu complexe, avec différents enjeux familiaux, et entre différents empires, bref, une saga qui prend de l'ampleur petit à petit, eh bien ce film sera fait pour vous, j'en parlerai dans une deuxième partie. Il est important de comprendre que Dune s'articule autour d'une triangulaire, et oui, familiale bien entendu, des familles qui s'opposent, politique, il y a beaucoup de politique entre les différents partis, l'Empire bien entendu, les Harkonnen et bien entendu les Atréides. Et il y a également toute la partie religieuse. C'est une partie assez énorme, la spiritualité dans Dune, dans tout le cycle de Dune d'ailleurs. Frank Herbert s'est intéressé beaucoup à la religion. D'ailleurs, on peut dire, sans vraiment dévoiler de secret, que tout cela va se terminer un peu en théocratie. Il faut savoir d'ailleurs que Frank Herbert n'était pas un fan absolu de la théocratie, je le précise, et du mélange de la politique avec le religieux. Donc moi j'ai beaucoup aimé, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé dans le Dune de Denis Villeneuve? Beaucoup de choses. J'ai beaucoup aimé l'image, bien entendu. L'image est magnifique, les décors sont magnifiques, surtout sur un écran de cinéma. Il faut regarder ce film au cinéma. Les décors sont sublimés. Il a pris vraiment beaucoup de décors naturels avec une photographie qui est vraiment adaptée au désert en particulier, au désert de Dune, hein. Le désert est sublimé et c'est ce qu'aurait voulu sans doute Frank Herbert. Frank Herbert d'ailleurs qui n'a pas eu l'idée d'écrire Dune tout de suite. Il a eu un travail commandé justement sur le désert et c'est ce travail où il s'est documenté qu'il a vraiment inspiré pour aller plus loin et pour faire vraiment un roman et une saga qu'on connaît aujourd'hui. Les effets spéciaux, je vais rapidement passer dessus parce qu'ils sont juste sublimes et j'ai trouvé très inspirés. C'est-à-dire que les vaisseaux, par exemple, sont très inspirés. Il y a plus qu'un simple effet spécial, il y a également de la création derrière. Les créateurs, les designers graphiques ont vraiment fait du bon boulot pour retranscrire l'univers de Frank Herbert. Là où je vais aller plus loin, c'est que j'ai trouvé cette version très intéressante aussi de la part des personnages. Enfin, on a des personnages vivants, c'est un peu le défaut, je sais qu'il y en a certains qui vont critiquer ma prise de position par rapport à David Lynch, mais c'est un peu le défaut de l'œuvre de David Lynch, la retranscription de David Lynch, où les personnages étaient froids, Paul en particulier, et même sa mère, Jessica, ils étaient tous froids, les personnages. C'était un monde hyper froid, c'est ce que voulait retranscrire David Lynch dans son œuvre, parce qu'il pensait que Frank Herbert, c'était comme ça qu'il voyait son œuvre.
Moi je pense que effectivement là c'est plus humanisé quand même, puisqu'on a affaire à des humains dans le futur, mais à des humains quand même, c'est plus humanisé, et petit à petit bien entendu, Paul en particulier va se transformer, mais je veux dire qu'au début il est très humain, et ça fait du bien de le voir comme ça, et les personnages qui l'entourent aussi. J'ai également bien aimé la façon dont Denis Villeneuve a dirigé ses acteurs, et surtout, et c'est là où je vais faire le principal comparatif, le défaut que j'ai avec David Lynch, ce n'est pas les effets spéciaux. Les effets spéciaux, vous imaginez bien, ça date de l'époque, il ne peut pas rivaliser avec celui de Denis Villeneuve, avec le film de Denis Villeneuve, plus de 30 ans après. Bien entendu, c'est impossible, donc je ne vais pas reprocher ça. On ne peut pas non plus reprocher à David Lynch d'avoir fait des coupes sombres dans le roman de Frank Herbert. Toute la partie avec les Fremen a été coupé dans son œuvre à lui, dans son film à lui. Pourquoi? Parce qu'il n'avait que 2 heures de film. Et oui, Denis Villeneuve a choisi une autre option, il a dit on fera 2 films, on parlera d'ailleurs de ça à la fin. Il a choisi de faire au moins 2 films pour retranscrire complètement le Dune, le premier tome de Frank Herbert. Et c'était un minimum à faire. Mais une des premières différences que j'ai au point de vue réalisation, et là c'est le réalisateur qui parle, ce n'est plus une question d'effets spéciaux ou même de visuel, c'est la direction d'acteur. C'est-à-dire que David Lynch, comme je vous l'ai expliqué, a décidé de faire de la voix off. Dans son film, il y a plein de voix off, et c'est, pour moi en tout cas, c'est juste horrible. C'est-à-dire que, au lieu de retranscrire ça de façon intelligente, on va voir comment, par Denis Villeneuve, eh bien, il a décidé de faire des voix off pour expliquer ce qu'on n'est pas censé comprendre, alors qu'on peut le comprendre d'une autre manière. Et pour ce faire, je vais prendre une petite scène, alors mini spoil, mais rassurez-vous, c'est très léger, une seule scène du film de Denis Villeneuve qui se retrouve exactement être la même, à un poil près, que celle de David Lynch, dans le film de David Lynch, puisque c'est dans le roman également de Frank Herbert, c'est la scène de la boîte, vous savez, avec Paul. Et donc cette scène est assez intéressante à analyser dans les 2 cas, parce que effectivement, les Bene Gesserit arrivent sur la planète pour tester Paul, avec la fameuse boîte, et on voit la mère de Paul, Jessica, qui s'affole. Et dans cette scène, qu'est-ce qui se passe dans le film de David Lynch? Eh bien, on entend la Bene Gesserit, la révérende, qui parle à voix off en se demandant si Paul est bien le Messie. On entend la voix de Paul qui va se conditionner par un cantique qu'il a appris de sa mère. On entend sa mère à l'extérieur qui s'inquiète pour son fils, qui, lorsqu'elle rentre dans la pièce et voit son fils en bonne forme, va se rassurer avec une voix off. Je veux dire, pas besoin de tout ça. La preuve, Denis Villeneuve a fait totalement différemment, et c'est très bien comme ça. Effectivement, la révérende mère, à la fin, lui dit « Tu penses peut-être être l'élu ?» Ça reste à prouver, donc c'est dit, c'est plus clair comme ça. On voit Paul qui, effectivement, que par son expression, on voit sa souffrance et ensuite sa résistance. Pas besoin de voix off non plus. Jessica, à l'extérieur, qui se motive, tout en étant effrayée, bien entendu. Elle va essayer de refouler sa peur, bien par les cantiques qu'elle connaît. Et lorsqu'elle rentre dans la pièce, la seule expression de son visage suffit à montrer qu'elle est rassurée. Et c'est ainsi qu'il n'y a pas besoin de voix off, et ça débarrasse cette lourdeur qu'il y avait, pour moi, chez David Lynch. L'autre problème qu'il y avait aussi, c'était la vision qu'avait finalement David Lynch des Harkonnen. Les Harkonnen, vous savez, c'est les ennemis des Atréides. Effectivement, ce sont des brutes, effectivement, ce sont des sanguinaires, mais j'avais trouvé parodique le baron et toute sa clique autour, tel que le voyait David Lynch. Denis Villeneuve a choisi une version plus feutrée, plus posée, même s'il reste sanguinaire bien entendu, que celle de David Lynch, et ça me plaît beaucoup plus. Donc il y a des tas de détails comme ça qui quand même sont bien mieux, sans compter bien entendu le visuel et les effets spéciaux. Alors la question, est-ce qu'un réalisateur a le droit finalement de modifier l'œuvre originale, c'est-à-dire le roman? Parce qu'il y en a certains qui critiquent, ah il manque ça, ah il n'a pas respecté ça, etc., etc. Écoutez, moi je suis écrivain, et je pense effectivement que si un réalisateur venait prendre une de mes œuvres, il aurait le droit à sa propre source d'inspiration, sa propre création, sa propre vision. Ça me paraît logique. Ce n'est pas un robot, ce n'est pas quelqu'un qui va copier au mot à mot ce qu'il y a dans le roman, ça n'est pas intéressant. Il doit apporter sa propre vision de l'œuvre, sa propre direction artistique, à condition, bien entendu, de respecter le fond de l'œuvre. C'est ça qui est important. Et je pense que dans les 2 cas, David Lynch et Denis Villeneuve avaient respecté le fond de l'œuvre. Il y a des détails qui sont totalement différents. Par exemple, effectivement, David Lynch, par contre, de son côté, avait bien respecté le côté navigateur, tel qu'elle est dans l'œuvre. Je vous laisserai découvrir l'œuvre de David Lynch si vous ne l'avez pas vue. Et Denis Villeneuve a pris quelques libertés de ce côté-là, effectivement. Mais ça n'entache en rien pour moi le fond de l'œuvre, puisqu'il explique quand même que effectivement l'épice est essentielle pour l'Empire. C'est même le point numéro 1, et c'est bien pour ça qu'ils se battent entre eux. Après, vous avez le droit de ne pas être d'accord, et bien entendu, vous pouvez commenter. Le dernier point le plus important, enfin l'avant-dernier point le plus important, c'est quoi? Eh bien c'est que effectivement, par contre, contrairement à ce qu'on peut entendre,
Et ce qu'a dit Denis Villeneuve, c'est important parce qu'il a dit lui-même, il a dit j'ai fait une œuvre qui est grand public. Eh bien non, je ne suis pas du tout d'accord. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a incompréhension d'ailleurs, parce que les gens voient beaucoup de bonnes critiques sur Dune, et donc ils y vont, peut-être par méconnaissance, et Dune n'est pas fait pour tout le monde. C'est une œuvre contemplative, une œuvre spirituelle, l'ascension d'un élu, d'un futur messie quelque part. C'est assez lent, ça se pose sur les personnages, il y a effectivement de l'action quand même, il y a des très beaux décors, mais ce n'est pas du Fast and Furious, hein, excusez-moi le terme, ou ce n'est même pas du Star Trek dernière version, ou du Star Wars, parce que Star Wars, oui, c'est du grand public, Dune, ce n'est pas du grand public. C'est important de le préciser. C'est-à-dire que des jeunes, par exemple, si vous alliez en famille, il y a des jeunes de 12 ans, par exemple, qui ne comprendront peut-être pas grand-chose à ce film, et à part quelques effets spéciaux, et ils sont gavés aux effets spéciaux aujourd'hui, donc c'est même pas sûr, eh bien, ils ne trouveront aucun intérêt à ce film. C'est ça qui est important. Par contre, peut-être qu'à 18 ans, 20 ans, 16 ans même, ils peuvent trouver un intérêt à ce film, et bien entendu plus tard. Mais il y a même des adultes qui aujourd'hui n'apprécient pas du tout ce film. Il y en a certains qui ont dit, en critique, je me suis endormi devant. Ben oui, c'est normal, parce que ce n'est pas ce qu'ils attendaient. Ils attendaient un space opéra, un Star Wars par exemple, nouvelle version. Ce n'est pas du tout ça, Frank Herbert. Et donc c'est important de le préciser. Je pense que beaucoup auraient dû le préciser dans leur critique, pour ne pas tromper le monde, entre guillemets, sur l'œuvre de Frank Herbert et donc sur l'œuvre de Denis Villeneuve. Et pour finir, pourquoi je dis que c'est une prise d'otage ? Eh bien, c'est une prise d'otage parce que malheureusement, le 2 n'est pas sûr de sortir. Alors oui, il y a des très grandes chances, on l'espère tous, mais grosso modo, la Warner, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit qu'elle ne lançait pas le 2 s'il n'était pas financé, c'est-à-dire si le 1 n'était pas financé, 160 millions d'euros quand même pour produire le film, je pense qu'eux, ils veulent un peu plus, hein, par exemple un petit 200-250 millions d'euros pour se faire des bénéfices, bien entendu, et là, à ce moment-là, ils lanceront alors le second, à 160 millions, voire plus, parce que le 2 peut coûter plus cher. Mais donc, ils ne vont pas prendre de risques, et ça se trouve, ils vont même attendre d'avoir la somme du 2 en plus engrangée, c'est-à-dire 160 millions x 2, pour lancer le numéro 2. Donc, ce n'est pas encore certain qu'il soit lancé. À l'heure où je tourne cette vidéo, je précise. Et donc, malheureusement, on a vu un 1 qui se termine en plein milieu. Et on va dire avec une suite obligatoire. Mais bien entendu, ça se termine au milieu de l'œuvre de Frank Herbert, grosso modo. Et donc on veut une suite. Et oui, on attend toute la suite. Et si une suite il n'y a pas, eh bien on aura été pris en otage un peu inutilement. Pourquoi pris en otage ? Parce que si vous n'allez pas voir le film, parce que vous vous dites je vais attendre le 2, eh bien le film ne sortira pas, le numéro 2. Et donc on est obligé d'aller voir ce film pour le soutenir maintenant. On doit le soutenir maintenant pour qu'il y ait peut-être un 2 qui sorte, mais ce n'est pas sûr. Je trouve ça un peu dommage et dommageable. J'aurais préféré que Warner prenne ses responsabilités et dise « Ok, on lance Dune, et on lance les deux, sinon on ne lance rien, plutôt que de lancer un 1 et de voir comment ça va se passer. » Je trouve ça vraiment dommage, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même assez critiquable comme point de vue. Voilà, vous savez tout sur Dune. En tout cas, moi j'ai passé un excellent moment. Si vous avez aimé l'œuvre de Frank Herbert, si vous avez aimé même l'œuvre de David Lynch, certains ont dit qu'ils préféraient peut-être David Lynch, ok, mais si vous avez aimé le précédent film ou la série, vous pouvez y aller quand même tranquille, je pense que vous passerez un bon moment. C'est quand même une très très belle œuvre, inspirée, vraiment créative, en termes de visuel, en termes d'effets spéciaux, et avec une direction artistique quand même plutôt pas mal, une direction d'acteurs plutôt bien inspirée aussi. J'ai trouvé les acteurs assez bons dans l'ensemble, donc moi je n'ai rien à reprocher de particulier à ce film. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.